ce dimanche matin au Futuroscope, et dois-je le dire, ce dimanche matin pluvieux et gris, j'ai souhaité illustrer un peu un parcours géopolitique, probablement pour faire briller un peu de soleil, puis c'est peut-être aussi le soleil de l'espoir ou le soleil de la refondation. Alors j'espère qu'elles vont s'afficher. J'ai choisi quelques photographies pour illustrer quelques réflexions géopolitiques, et puis j'en tirerai ensuite 2 ou 3 enseignements beaucoup plus directement politiques. Première image, nous sommes en Éthiopie lors d'une procession. Vous voyez cette croix éthiopienne. C'est pour moi le signe d'un des mouvements les plus importants qui se déroulent aujourd'hui dans le monde. Le mouvement très paradoxal de sortie de la religion comme facteur collectif d'organisation des sociétés et le retour des religions par l'adhésion individuelle, ce qu'on appelle les fondamentalismes. La religion, je l'ai bien connue, je suis fils, petit-fils de paysans bretons. Être catholique en Bretagne, dans les années 60, ça ne se discutait pas. C'était une foi collective, sans beaucoup d'adhésion individuelle, donc sans fanatisme, et qui structurait l'ensemble de la société. Nous sommes passés depuis les années 70 à quelque chose de tout à fait différent. Vous avez entendu toutes celles, tous ceux qui disent « c'en est fini de la religion ». Ah oui, qu'ils aillent voir la montée de l'islam, qu'ils aillent voir Israël qui a abandonné l'idéal laïque et socialiste des origines pour devenir aujourd'hui un État juif et démocratique, qu'ils aillent constater un peu partout dans le monde comme les adhésions religieuses traversent l'échiquier politique et redeviennent un facteur important d'appartenance et de séparation. Ce double mouvement dans le monde, il est absolument fondamental. Peut-être nous aurons à y revenir, mais on ne comprend rien aujourd'hui au fondamentalisme si on ne comprend pas cette sortie du lien collectif pour recréer des adhésions individuelles naturellement beaucoup plus impliquantes, quelquefois aussi plus violentes. Le besoin de pouvoir dire en toute confiance, avec émotion, chaleur humaine et intimité, la capacité de dire « nous ». Je crois que ce qui vous réunit ici ce matin, dans ce Futuroscope, c'est la capacité de dire « nous », en toute confiance, en toute sûreté et dans l'espoir d'un projet commun. Dans le monde entier, ce besoin de dire « nous » fait suite à une intense confusion où on a voulu nous dire à chacun que nous étions un homme hors sol, sans qualité, sans singularité. C'est fini de cela. Et naturellement, l'une des questions du « nous », c'est de savoir affirmer une identité, et chez nous, elle est nationale, et c'est de savoir tenir des frontières, parce qu'il n'y a pas d'identité s'il n'y a pas de souveraineté, s'il n'y a pas de frontières. Avant-dernière image, ce sont 2 jeunes femmes en sari qui traversent l'un des magnifiques parcs qui donne un peu d'air et un peu d'espace à la ville de Calcutta en Inde. J'ai choisi cette image pour illustrer un point absolument déterminant pour notre avenir commun. Un rapport financé par les Nations Unies et présenté il y a 15 jours en Chine établissait que plus du tiers des terres arables dans le monde, seront stériles d'ici 10 à 20 ans. C'est notamment l'effet de l'agriculture industrielle, les surfaces traitées selon les méthodes de l'agriculture industrielle, avec engrais, produits phytosanitaires, etc., ont été multipliées par plus de 3 en 15 ans. Des rendements qui s'améliorent, des rendements financiers très favorables pour ceux qui ont acheté ou loué ces terres. À terme, l'épuisement des sols, leur stérilisation et l'exode des populations qui vivaient auparavant dans un équilibre rigoureux avec la nature. C'est un sujet absolument déterminant pour les 10 ou 15 ans. Je sais qu'il a été évoqué lors de la campagne présidentielle. Toute politique responsable à moyen et à long terme sera une politique de la vie, parce que les conditions de la survie de l'humanité sur cette planète sont en jeu aujourd'hui et maintenant.
C'est pourquoi je voulais montrer cette image magnifique. Nous sommes peut-être face à une disparition des gratuités de la nature, de ces biens communs dont nous bénéficions tellement en France. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne va pas être si simple de conserver nos biens communs. Ça ne va pas être si aisé de conserver cette beauté et cette bienveillance de la nature qui est l'un des premiers actifs et l'une des composantes essentielles du patrimoine national. Dernière image enfin, je crois que quand la confusion règne, nous sommes dans la plus grande confusion, notamment en France et dans l'Union européenne, eh bien il faut adopter la devise de Napoléon, manifestement suivie par ce jeune bonze face au temple de Bagan en Birmanie. Il faut regarder longuement la situation sans en être incommodé. Et je vais terminer, pour le temps qui m'est imparti, je vais terminer avec 4 ou 5 réflexions que je crois structurantes pour la politique internationale et pour la politique de la France. Première chose à partager, c'est ne pas écouter tout ce qui se raconte. Nous vivons dans un monde d'État-nation. Je dis ça au moment où les Kurdes attendent d'un référendum la proclamation de leur indépendance. Je dis ça le jour même d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, suivi avec beaucoup d'intérêt par l'Écosse, mais aussi avec combien d'autres régions en Europe. Belle performance de l'Union européenne qui, à force de dire aux régions qu'elles devaient aller directement traiter avec Bruxelles, a engagé l'Union sur la voie de la montée de séparatisme dont on ne sait pas très bien jusqu'où ils vont aller. Les identités seraient bannies à Bruxelles, elles seraient bénies dans les régions, il faudra un jour qu'on m'explique. Nous vivons un monde d'État-nation. La lecture la plus pertinente de ce qui s'est passé depuis plus d'un demi-siècle, c'est que Mao, il était peut-être communiste, mais il utilisait le communisme pour une affirmation nationaliste chinoise qui a été portée à son apogée par Deng Xiaoping, puis aujourd'hui par Xi Jinping. La grande lecture de ce qui s'est passé en Russie depuis les années 90, c'est le grand traumatisme du pillage par le néolibéralisme américain et le retour à un nationalisme russe qui n'a plus rien à voir avec la situation de la guerre froide. La Russie n'a aucune envie de convertir le monde à son idéologie. Elle demande simplement à être reconnue comme puissance indépendante, souveraine, et à ne pas être trop embêtée sur ses frontières. Bref, je pourrais développer. La forme politique de la modernité, c'est l'État-nation. Et c'est l'État-nation pour une raison bien simple, c'est dans l'État-nation que se réalisent les libertés individuelles, parce que c'est l'État-nation qui permet de sortir de toutes les déterminations. Quand le drapeau flotte et quand j'ai foi et confiance dans le drapeau, eh bien je peux me sortir des déterminations de l'origine, de la religion, etc. Je suis plus libre dans la nation que je ne le suis dans un monde mondialisé qui est celui de l'esclavage économique. C'est une des données absolument fondamentales de l'avenir. Il faudra y revenir, la nation comme liberté. Nous allons être confrontés dans peu d'années, à cause de la folle marche de l'économie saisie par la finance, tout simplement à la question de la survie de l'humanité comme nous la connaissons. Et j'insiste beaucoup là-dessus, mais il n'y aura pas de politique qui se tienne pour les 10 ans à venir qui ne place pas la politique de la vie tout en haut de son agenda. Avant-dernier élément de ces réflexions, et je ne voudrais pas trop prolonger ce début de matinée, l'Europe dans tout ça, l'Union européenne. L'Union européenne est en grand danger de se faire enrôler et d'adopter une posture mondiale de soumission dans un enjeu qui nous concerne tous et qui est la quête de l'ennemi. Pour les États-Unis, et notamment pour le complexe militaro-industriel américain, il faut un ennemi parce que cet ennemi justifie les budgets de recherche, l'augmentation des budgets de la défense, etc. Et les États-Unis, Obama l'avait dit, beaucoup d'autres l'avaient répété, veulent enrôler l'Union européenne et la France dans ce débat et dans cette recherche de l'invention de l'ennemi qui concerne d'abord la Russie et ensuite, naturellement, à terme, la Chine. Très clairement, pour l'actuelle présidence
et notamment pour son conseiller Steve Bannon, le grand ennemi futur, c'est la Chine, parce qu'ils s'attendent à ce que la Chine ait dépassé les États-Unis en matière de technologie à partir de 2025. L'Union européenne, je le dis clairement, l'Union européenne, pour moi, n'a rien à faire dans cet enrôlement. L'Union européenne ne sera pas si elle n'est pas le moyen de l'indépendance de l'Europe et le moyen de l'indépendance des nations qui la composent. Ce qui signifie que la seule politique étrangère de l'Union européenne qui ait un sens à la hauteur d'une génération, c'est une politique d'équilibre des puissances qui devrait faire qu'aucune puissance dans le monde, si l'Union européenne est à ses côtés, ne puisse pas résister à n'importe quelle autre puissance. Que l'Union européenne retrouve ce rôle de balancier fondamental dans l'équilibre du monde et que l'Union européenne ne s'enrôle pas dans un débat sans issue et qui ne peut contribuer de manière grave qu'à accentuer non seulement les dissensions, non seulement les foyers de tension, mais à remettre la guerre à l'ordre du jour. Je ne suis pas sûr que l'Union européenne suive cette voie. J'observe avec beaucoup d'inquiétude la nomination, par exemple, d'un ancien Premier ministre lituanien comme représentant de l'Union européenne à Moscou. On sait comment en Lituanie, les États baltes sont des États provocateurs qui traitent d'ailleurs fort mal leur minorité russophone en lui ôtant pratiquement le droit de vote. Ça se passe dans l'Union européenne aujourd'hui, j'en arrive. L'Union européenne n'a rien à faire à se voir enrôlée dans un combat qui n'est pas le sien. Et probablement, je terminerai là-dessus, est-ce que la France a un rôle fondamental à jouer dans cette voie ? La France aujourd'hui, notamment depuis le départ de la Grande-Bretagne, est la seule puissance nucléaire en Europe. La France est l'un des seuls pays en Europe qui ait encore une diplomatie mondiale, tout simplement parce qu'il y a eu des Français, notamment des Bretons. Sur toutes les mers du globe, il n'y a pas de forêt, de jungle, de glaciers ou de mangroves dans lequel des Bretons n'aient pas été pêchés, créer une colonie, planter des crucifix également. Et cela doit à la France, je n'oublie pas les Corses, les Basques et d'autres, cela doit à la France une présence et un rayonnement mondial sur lequel je trouve on est bien timide. N'oublions pas que le Brésil doit sa devise à la France. N'oublions pas qu'il y a un moment pas si éloigné du temps de Deng Xiaoping où la totalité, où les réunions du comité central du Parti communiste chinois auraient pu se tenir en français parce qu'ils avaient tous été ouvriers dans les usines françaises, etc., etc. Il y a une France qui est plus grande que ce qu'en fait l'Union européenne. Je suis toujours choqué quand je vois l'Union européenne s'employer à casser les liens historiques entre la France et Madagascar, la France et le Maroc, la France et la Tunisie. L'Union européenne favorisait des agences britanniques en Tunisie. L'Union européenne a déclaré que c'était l'agence de développement allemande qui devait gérer tous les fonds européens avec Madagascar, alors que nous sommes manifestement dans des pays francophones, dans des pays où quelque part la France est chez elle, et d'ailleurs la France est attendue, on lui demande de revenir. La France est grande. La France peut représenter pour l'Union européenne un espoir géopolitique et dessiner une trajectoire proche à la fois de nos intérêts nationaux et proche de la voie pour l'indépendance de l'Union européenne. Ça dépendra de la capacité de la France à sortir de cette politique de gribouille et de confusion absolue qui a succédé à l'indépendance gaulo-mitterrandienne. Les drames successifs des présidences Sarkozy et Hollande ont vu un effacement très significatif de la France de la carte du monde. Nous ne sommes même plus invités aux négociations sur le Moyen-Orient. Eh bien, je crois, et si je regarde l'échiquier géopolitique mondial aujourd'hui, je crois qu'il y a une attente de la France. Je crois qu'il y a une capacité de la France à renouer avec ce qui avait fait sa force depuis 50 ans, et que résumait si bien le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, partout où il y a des non-alignés, ils parlent français. Je pense que la France peut reprendre la voie du non-alignement en Europe, c'est conforme à ses intérêts, c'est conforme à son destin historique, et c'est conforme à la construction nationale de la plus grande France. Oui, je crois que par rapport aux enjeux qui attendent le monde, les enjeux d'une compréhension de la diversité des peuples, les enjeux d'identité respectée à l'intérieur de souveraineté nationale réinstituée, les enjeux plus importants encore de notre transition vers la civilisation écologique qui signifie que nous en finissions avec la religion de l'économie,
Je crois que la France a quelque chose à dire, je crois que la France a un langage à faire entendre, et je crois que la France peut rallier autour d'elle nombre de pays européens qui ne supportent plus le diktat allemand. Voilà la vision que je pourrais partager avec vous d'une plus grande France. Voilà quelques enjeux du monde de demain. Et naturellement, je peux répondre à quelques questions. Vous connaissez tous la blague, mais ce n'est pas une blague, elle est vraie. Si demain, dans sa grande sagesse, notre maire de Paris décide de détruire Notre-Dame pour construire un parking à la place, c'est de la croissance parce que ça fait monter le PIB. Il faut bien voir ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le calcul économique ne rentre pas l'essentiel. Je pourrais prendre un autre exemple, celui-là il est beaucoup plus controversé, mais les grandes masses sont justes. Nous faisons tout, et tout le calcul économique considère que toute la richesse est produite par l'activité humaine. Dans la réalité de ce qui nous fait vivre, les aliments que nous mangeons, l'air que nous respirons, etc., la vie que nous partageons, entre la moitié et les 2/3 de ce qui nous fait vivre, c'est tout simplement le produit des services gratuits de la nature. Les services gratuits de la nature, c'est tout simplement l'eau des fleuves, des rivières, c'est la mer et c'est les poissons de la mer, ce sont les vents, etc., etc. Le calcul économique et les indicateurs économiques tels qu'ils nous servent de référence et quasiment de religion, c'est bien moins de la moitié de ce qui nous sert à vivre. Vous le voyez dans cette communauté Muria, j'en montrais une des photos, il se trouve que j'ai eu la chance de vivre dans cette communauté un certain temps. Il n'y a pas d'argent qui circule chez eux, il n'y a aucun calcul économique. Ils vivent en autarcie totale, il n'y a pas de fruits, de racines, de plantes, d'insectes qui ne le servent pas à quelque chose. Ça leur sert à manger, ça leur sert à se maquiller, ça leur sert à faire la fête, ça leur sert d'instruments de musique, etc. Il n'y a rien dans la nature autour d'eux qui ne le serve pas à quelque chose. Et depuis des siècles, ils vivent quasiment en autarcie, sans jamais consommer au-delà de ce que la nature leur donne. Ça, on le tient pour rien. Notre calcul économique, il est fondé sur ce que disait Jean-Baptiste Say dans ses cours à l'École polytechnique en 1818. Les biens de la nature étant inépuisables, ils sont considérés gratuits. Leur seul coût, c'est le coût de leur extraction. On ne paie pas le pétrole, on ne paie que l'extraction et le raffinage et l'acheminement du pétrole. Mais de la même manière, nos agricultures sont devenues des agricultures extractives. On ne paie pas le prix de la terre, on ne paie pas le prix du sol ni de l'eau, on ne paie que le prix qui consiste à extraire des sols tout ce qu'ils peuvent donner. Et bien ça, on sait que c'est la voie de la désertification. Et à terme, c'est la voie d'un appauvrissement plus important que celui de la croissance économique, tout simplement parce qu'on détruit ce qui la permet. Donc voilà ma réponse. Pas de décroissance, nouveau calcul économique, être capable de tenir compte de l'état des systèmes vivants. Je sais que l'actuel président a demandé une évaluation du patrimoine national. J'espère ou je pense qu'il va demander une évaluation des systèmes vivants français. Parce que la France est incroyablement riche, vous savez qu'on vend de l'eau à de l'Espagne, etc., etc. La France est incroyablement riche de ses systèmes vivants. C'est une richesse qui n'est pas partagée dans le monde. Allez voir ces villes chinoises qui sont en train de demander à acheter l'eau du lac Baïkal parce qu'elles ne peuvent pas donner à boire à leurs habitants. Et allez voir le désastre qui se prépare en Californie, puisqu'en Californie, à moins de 20 ans, on ne pourra pas faire vivre la population actuelle. Tout simplement, donc pas décroissance, mais nouveau calcul économique, nouveaux indicateurs, et il est urgent de s'atteler à ce sujet parce que quelque part notre survie en dépend et surtout la sortie de cette religion de l'économie financière qui est en train de nous mener au suicide collectif. C'est un hold-up historique qui fait que l'écologie a été récupérée par la gauche et par l'ultra-gauche. Enfin, quand on parle d'écologie, on parle nécessairement d'enracinement, on parle nécessairement d'espèces, on parle nécessairement de systèmes vivants comme une totalité, on parle nécessairement de la protection contre les espèces invasives, on parle nécessairement de cet accord entre l'homme et les conditions biologiques de sa vie et de son épanouissement qui, fondamentalement, n'ont rien à voir avec l'ultralibéralisme sociétal qui a fait le lit du Parti socialiste, n'a strictement rien à voir avec cette idée d'ultralibération individuelle
qui habite l'ultra-gauche et qui d'ailleurs fait tellement bien les délices de la publicité et de ces désirs qu'on nous inflige. Voir très clairement que ce qui reste aujourd'hui du socialisme, c'est tout simplement l'ultralibéralisme de l'individu qui est voué l'individu au gouvernement du désir, rompre avec cela dans une écologie bien comprise, comme vous nous y appelez, madame, c'est s'occuper des sujets tout simplement de notre survie collective, et très fondamentalement, ça fait appel à des valeurs nationales, ça fait appel à des valeurs collectives, et ça fait appel à des valeurs de droite conservatrices. Je l'ai écrit, je maintiendrai, et probablement la devise la plus révolutionnaire du moment.